Ayam 237, jeune entrepreneur 29 ans qui a révolutionné la mode vestimentaire avec un dress code afro-chic très tendance au Cameroun. Chers téléspectateurs, bienvenue. Nous sommes sur ce plateau avec notre invité, Mister Arnaud de Wekapune Njathieu, très connu sous le label de Ayam 237. Bienvenue. Merci, merci Ozane, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste en quelques phrases auprès de nos téléspectateurs? Ok, je m'appelle Arnaud de Wekapune Njathieu, je suis diplômé d'un master en gestion de qualité et je suis un visionnaire, promoteur de la marque Ayam 237. Une idée de votre parcours académique? Voilà, j'ai une licence en contrôle audit de gestion, j'ai un master en qualité et développement personnel. Eh bien, comment est-ce que vous faites pour vous retrouver dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est réellement passé et particulièrement dans le secteur de la mode? Ok, bah, je peux dire que j'ai atterri dans le secteur de la mode. C'est pas quelque chose que je pensais déjà il y a un moment. Ce que j'ai fait plutôt, c'est que après mon parcours scolaire, j'ai fait partie entre guillemets de ces gens-là qui veulent changer le monde. Et donc, il était question pour moi de faire quelque chose. Donc, j'ai entrepris de travailler dans les entreprises de la place. Et un jour, j'ai eu à prendre une décision, peut-être qu'il ne fallait pas. Et puis, mon chef m'a dit, écoute, je ne te paye pas pour réfléchir, je te paye pour faire ce que tu te demandes de faire. Et depuis ce jour-là, après l'étude que j'ai effectuée, parce que comme je vous dis, j'ai fait le développement personnel, c'est-à-dire ça enseigne le fait de mettre en pratique ce qu'on sait. Et donc ça m'a pas plu. Un mois plus tard, j'ai fait ma lettre, j'ai dit que je pense que je vais arrêter au mois de juillet. Et par la suite maintenant, de juillet en octobre, j'étais à la maison. C'est vrai que je cherchais encore aussi par-ci par-là, mais je me suis totalement mis à la lecture et à la recherche de qu'est-ce que je peux faire. J'ai essayé beaucoup de choses. Hein. Et donc, j'ai essayé même le call box géant. C'est-à-dire, j'ai essayé le call box. Je me dis, voilà, j'achète beaucoup de crédits, je transfère aux gens. À la fin du mois, je vais faire des collectes et tout et tout. Et un jour, j'étais énervé de voir que les gens aiment toujours promouvoir la culture étrangère. Et puis, j'ai eu l'impression que personne ne se plaît à être Camerounais. Et j'ai dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais créer quelque chose. Et donc, tous ceux qui ont un amour pour leur pays vont embrasser. Et ensemble, on va encourager un grand nombre à s'y mettre. Et j'étais là, hein, honnêtement, c'était pas encore, on parle pas là de la mode. Hein, on parle là des idées qui viennent, mais je ne sais pas quel outil je vais utiliser pour promouvoir cela. Et un jour, devant la télé, je regardais le Magic System, à l'époque qui était sponsorisé par Canal+, avec les tenues d'Ashiki, qui a chauffé à un moment donné, si vous vous rappelez, en 2016, chauffé le d'Ashiki. Et quand je regarde, une chose me vient en tête. Si le détail du dashiki était remplacé pour les motifs bamlékés, avec des assemblages du blanc, du bleu, nuit, bref, les couleurs qui se trouvent dans du dope ou du sud-ouest, qu'est-ce que ça allait donner sur des t-shirts? Et le lendemain même, je suis parti, j'ai pris, bon, c'est vraiment un peu long, hein, parce que je me rappelle, j'avais fait une publicité de Orange qui m'avait viré un peu de sous, j'avais totalement tout utilisé jusqu'à il me restait 20 000. Et vous savez, lorsque vous avez un compte épargne, vous ne pouvez pas enlever les 20 000, vous pouvez enlever seulement 10 000. Et apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous ne pouvez même pas enlever les 10 000, donc je suis parti remplir. Vous aviez atteint le plafond en fait? Oui, mais j'ai rempli, on m'a dit que je pouvais quand même retirer 10 000. Donc j'ai dû écrire le bordereau de retrait et j'ai retiré les 10 000. C'était généralement pour partir quelque part et après il me restait 7 000. Et je suis parti là à Okafor, j'ai acheté 3 t-shirts. Je suis parti à Sikam. À l'époque, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Ils vendaient des coupons. Des coupons, oui. Ils vendaient des coupons, c'est-à-dire les 1,5 mètre, 1,5 mètre. J'ai acheté donc 3,5 mètres. Et donc, quand je suis arrivé, je suis parti voir une couturière qui m'avait un an plus tôt réajusté l'habit d'une soutenance.
J'ai demandé de mettre le pain sur des t-shirts. J'ai montré comment elle devait mettre. Elle a dit que non, mais c'est le coton, ça n'adhère pas à la machine. J'ai dit, essaye. Il faut simplement mettre. Voilà. Donc, elle a essayé, elle a fait les 3 t-shirts. Je suis rentré, j'ai aimé, j'ai porté moi-même, j'ai fait quelques photos. J'ai commencé à dire à mes amis qui venaient à la maison que j'ai envie de promouvoir le Made in Cameroun à travers le tissu. Donc, le fait que mes amis me disent que c'est bien, mais tu ne peux pas, c'était pour moi devenu comme un défi de prouver que oui, on peut si on le veut. Et c'est comme ça que Ayam est né. Waouh, c'est simplement impressionnant. Et est-ce que vous pouvez partager avec les téléspectateurs ce que vous faites concrètement au travers de la marque Ayam? Voilà, Ayam est une marque 100% camerounaise. L'objectif est de favoriser des personnes à consommer local, le Made in Cameroun, le Made in Africa. Parce que l'objectif étant pour moi de conquérir pratiquement. En fait, mon objectif n'est pas d'avoir pour consommateur forcément le Camerounais. Je veux que l'histoire retienne qu'il y a une marque 100% camerounaise qui a été créée et que les gens peuvent s'habiller sans contrainte. Et je me bats aussi pour recruter de la main-d'œuvre camerounaise. Plusieurs fois, les gens m'ont approché pour me demander pourquoi je ne fais pas imprimer, par exemple, mes t-shirts en Chine. Pourquoi je les ai dit, je peux bien le faire, ça va me réduire peut-être énormément de coûts. Mais qu'est-ce que j'aurais comme valeur ajoutée où je suis, qui est au Cameroun? Quand j'emploie quelqu'un, même si je lui donne un peu d'argent, cet argent-là lui permet de pouvoir manger, pouvoir faire quelque chose. Même si la qualité n'est pas aussi bonne qu'ailleurs, au moins le fait d'essayer a permis à cette personne-là de manger ou bien de vivre. Et donc, c'est pour ça que je me bats vraiment pour que chacun trouve son compte. Si on revenait en arrière, est-ce qu'on pourrait avoir une idée des ressources que vous avez pu mettre pour lancer réellement toute la marque Ayam 237? Ok. Honnêtement, comme je vous dis... Ça, c'est à la suite. Oui, c'est un peu long. Hein? Parce que Ayam, c'est toute une... En fait, Ayam, c'est toute une vie. Rien n'a été fait du jour au lendemain. Tout a été fait petit à petit. Lorsque je commence avec la dame, qui m'a fait 3 t-shirts, les gens ont apprécié. J'ai eu envie maintenant d'en faire 5. Il fallait du volume. Voilà, juste pour faire un shooting, juste pour filmer plusieurs façons de mettre les tissus sur le t-shirt. Et donc, c'était délicat, c'était compliqué, mais on a fait. Après, j'ai filmé, j'ai utilisé les réseaux sociaux, j'ai publié. Mes proches ont dit, waouh, c'est intéressant et tout et tout. J'ai vendu ça. Et après, je me rappelle, un ami, Chico, qui vit aujourd'hui en France, m'a dit, s'il te plaît, je trouve ce t-shirt tellement joli. Je veux que tu m'en fasses 10 pour que je partage à mes parents. On veut porter ça le dimanche pour aller à l'église. C'est là où j'ai dit, waouh, s'ils ont déjà la volonté de porter quelque chose pour aller à l'église, ça veut dire que ça peut créer, il y a de l'intérêt. J'ai fait donc ça, j'ai encore... je suis parti revoir la dame qui me faisait des t-shirts et c'était le début. C'était vraiment le début parce qu'après, il a fait les photos, il m'a envoyé. Et c'était le début parce qu'après, quelques mois à peine, la femme là avait tellement de t-shirts à faire qu'elle avait déjà lancé le recrutement d'autres personnes pour travailler dans son atelier. Et on travaillait ensemble, ça allait dans tous les sens, on travaillait. Après, à un moment donné, elle n'avait plus la capacité requise pour me fournir les t-shirts. Et c'est comme ça qu'après, un jour, elle m'a énervé en disant que si ça ne me plaît pas, je n'ai qu'à aller ailleurs parce que je dois savoir que je ne suis pas son seul client. Quand j'ai comptabilisé combien je lui donnais chaque fin de semaine, ça avoisinait les 500 000 francs CFA. Donc je lui donnais 2 millions en un mois. J'ai dit, ok, si elle a pu penser comme ça, il n'y a pas de problème. Fais-toi petit et ça va aller. Je me suis excusé, j'ai continué à travailler avec elle. Mais je réfléchissais, quand j'avais un peu d'économie, j'ai acheté la machine, j'ai déposé. J'ai eu un peu d'économie, j'ai négocié un local, j'ai payé 6 mois, j'ai laissé. Ça m'a pris pratiquement 8 mois pour commencer, mettre en place ma machine et mon petit atelier de couture.
Ça m'a pris plus de 8 mois parce que j'ai acheté les choses petit. Dès que j'avais un peu d'économie, j'achetais, je gardais. Est-ce que vous vous rappelez de comment est-ce que votre premier atelier était? Il y avait combien de personnes à vos débuts? Il y avait une seule personne. Ensuite, il y a eu, il y avait un cousin qui m'a dit qu'il cherchait quoi faire. Et comme j'étais déjà seul, je travaillais, j'ai donc pris la personne pour s'occuper de la livraison. On n'avait pas de boutique, on n'avait rien. Ma boutique, c'était ma chambre. Donc, quand les gens achetaient, parfois, si c'est en ligne que j'ai vendu, mon cousin quittait de là pour aller directement livrer aux clients. Et donc, on travaillait comme ça à deux. Lui, il avait un salaire, je me rappelle à l'époque qu'il avait déjà 40 000. Après, il est monté à 50 000. Et donc, c'est comme ça qu'on grandissait. Mais, je suis parti, j'ai cherché le tailleur. Je suis parti, je ne sais pas si vous connaissez le gazon, c'est au marché central. Il y a plus de 100 tailleurs. J'ai dit, oui, j'ai dit, s'il vous plaît, je cherche une personne qui fait les t-shirts. On m'a présenté des gens, les gens ne connaissaient pas. À l'époque, aujourd'hui c'est vulgaire, tout le monde regarde, c'est trop facile, chacun peut faire un t-shirt. Mais je vous assure qu'à l'époque, pour trouver une personne qui C'était en quelle année? C'était en 2016. Pour trouver quelqu'un, dans la couture, les gens connaissent le coton, mais pas le t-shirt. La machine à dé pour couture, il faut apprendre. La dame avec qui j'ai commencé a appris tout ce que j'ai recruté. Je les ai appris. Je vais dire, j'ai mis les moyens en œuvre pour réussir. C'est-à-dire, j'achète des t-shirts, on gâte. Je ne suis pas gêné que les t-shirts soient gâtés parce que je sais que c'est en faisant des erreurs que justement on réussit à trouver quelque chose de bon. On a raté beaucoup, mais tout le monde a appris. Wow. Tout le monde. Mais bon, après, aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'on peut avoir des détails sur aujourd'hui, ce que vous faites au travers de la marque IAM? Vous produisez des t-shirts, vous produisez des bombers, vous produisez, j'ai vu même des chaussures. Donc vous faites, dites-nous concrètement. Ok, aujourd'hui... Vous vous retrouvez dans un univers où vous faites tout. Ah oui, parce que aujourd'hui, c'est total. C'est-à-dire, on fait une production à 350 degrés. 360 degrés, je veux dire. C'est-à-dire qu'il va de la tête jusqu'aux pieds. Après les t-shirts, nous sommes passés sur les boubous. Après les boubous, nous sommes passés à créer autre chose. En fait, on essaie de créer une chose chaque année. Chaque année. Cette année, pour 2021, on a commencé à produire des vestes. Une chose qu'on ne faisait pas l'année dernière. Au fil du temps. Voilà, au fil du temps, chaque année. L'année dernière, 2020, on a commencé à fabriquer des chaussures, des paires de chaussures. Avant ça, c'était d'abord les bombers et autres détails qui avaient pour conséquence d'augmenter les activités de IAM 237. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement, je dirais, un empire parce qu'on embrasse tout. Et je vous assure, depuis les 7 000 francs de création, à nos jours, on détient pratiquement beaucoup d'unités de production avec un personnel avoisinant les 40 personnes. Wow, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui vous inspire quand vous créez? Ce qui inspire dans la création, c'est le fait que on va découvrir quelque chose qui n'existait pas déjà hier. Quand je me lève le matin, les gens me demandent généralement c'est quoi ton travail à part IAM. Honnêtement, IAM me bouffe tellement que j'ai même pas d'espace parfois même pour manger. Du coup, quand j'arrive, je dis, par exemple, je veux qu'on crée quelque chose que tous ici présents, nous savons que ça n'existe pas. Quelque chose que nous serons les seuls à démontrer que grâce à nous, ça existe. Et vraiment, sans vous mentir, en le faisant, quand vous avez l'impression que les gens apprécient, c'est que hier, vous avez dit, créons ça, les gens viennent, ils apprécient. Ça donne tellement la joie au cœur que vous n'avez même pas envie de dormir. Vous avez envie de recommencer. Parce qu'il faut tout le temps essayer de faire plaisir aux gens. Alors, vous avez toute une équipe de jeunes qui vous entoure aujourd'hui. Comment est-ce que l'entreprise est concrètement structurée? Aujourd'hui, puisque plus on avance, plus il y a une lutte vers la qualité. Je me suis rendu compte, après avoir ouvert ma boutique à Bonapriso, que les gens aux alentours étaient des gens très très exigeants et que le détail comptait. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas, en le faisant que j'ai appris. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. J'ai dit, ok. Donc, c'est-à-dire, un client arrive, il va aller s'intéresser à un bout de fil sur un habit que moi, je ne verrai même pas. Donc, il faut que ça soit fin. Il faut que ça soit fin. J'ai dit, ok.
Il faut que je crée une... À l'époque, je n'avais pas je n'avais pas un lieu de finition, c'est-à-dire je n'avais pas mes boutonnières, je n'avais pas mes propres... Donc, en fait, le système au Cameroun est que le couturier court et il y a une personne qui a aussi sa part d'endroit qui s'occupe quelque part dans la chaîne pour faire les finitions. Mais après, j'ai calculé, ça me prenait un temps fou. Coudre, aller s'aligner chez quelqu'un pour faire les boutons, ça m'énervait. Et je l'ai eu seulement en novembre 2020. En novembre 2020, parce que je me suis dit, ok, je n'en peux plus. Il faut que j'achète les machines pour faire les finitions. Quand j'ai acheté les machines pour faire les finitions, j'ai lancé un recrutement des jeunes filles qui ont fait dans la couture et qui veulent grandir. J'ai dit, ok, votre process va commencer par le détail. Vous devez regarder le détail, organiser ce que les autres ont déjà fait et avant que ça aille vers la finition. Aujourd'hui, on a plusieurs processus. On a les repasseurs, on a le service qualité qui contrôle si les articles sont bien faits, on a ceux qui font les boutonnières, ensuite on a les tailleurs et les brodeurs. Quel style de management avez-vous mis sur pied au sein de votre entreprise? Ok. Et pourquoi? Voilà, donc moi, je suis né du développement personnel. C'est-à-dire, c'est mon parent là-bas. Et donc, j'essaie d'appliquer au quotidien l'éducation que j'ai reçue. Mon mentor, c'est Steve Jobs. J'ai pris la peine de regarder plus de 1000 fois Steve Jobs. Steve Jobs n'a pas créé Apple, mais il a utilisé des personnes qui ont réellement créé Apple. Et chaque jour, chaque jour, il était tellement pointilleux sur les détails qu'ils essayaient de faire travailler les gens. C'est exactement ce que je fais. Et pour avoir réellement ce que je veux, je m'arrange à faire ce que les gens attendent de moi. Qu'est-ce qu'un tailleur qui avait son atelier a gagné en quittant pour venir avec moi? Je me mets à sa place. Qu'est-ce qu'il peut vouloir? Qu'est-ce qui peut le motiver? Qu'est-ce qui peut le motiver? En fait? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucun de mes tailleurs ou bien de mes employés à qui je n'ai pas encore fait des choses dont vous n'aurez même pas aidé. Je me rappelle, sur les 40 personnes, j'ai payé la maison de presque une trentaine. Pas le payer, genre voilà, j'ai sorti l'argent, non. C'est que quand il arrive, il a des problèmes. Il y a le problème de location, le bailleur fait ceci. J'ai dit, ok, c'est combien? Il dit que, ok, on fait le calcul. On essaye ensemble de payer sur un an. Maintenant, l'argent qu'il a à donner, il va me le donner à moi. Ça lui donne une tranquillité. Il a besoin d'avoir un outil de transport. Il a besoin d'un scooter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, j'achète le scooter et c'est à moi qui va rembourser progressivement. J'ai essayé d'utiliser le système anglais qui permet de faire en sorte que les gens soient proches de leur argent pour avoir moins de problèmes possibles. Je suis parti, sur un mois, j'ai divisé le paiement en deux, le 15 et le 30. Donc, ils ont une gestion à établir sur 2 semaines et non sur un mois. 2 semaines, ils sont rémunérés, voilà. Ils n'attendent pas à la fin. Voilà, parce que comme vous pouvez imaginer, le problème parfois, c'est que en donnant 30 jours à quelqu'un pour lui donner son argent, si la personne n'a pas fait la gestion déjà, pour mieux organiser son argent. C'est pour ça que les gens sont toujours fâchés entre le 20 et le 30. Viennent avec le stress. Oui, le stress, parce qu'ils ont eu du mal à sortir. Et moi, j'ai réfléchi à tout ça et je suis parti, j'ai divisé. J'ai dit, en étant proche de ces forces, on peut mieux les utiliser. Et c'est ça que j'ai implanté. Quand j'arrive, je fais tout ce que je dois faire. C'est-à-dire que quand je regarde derrière moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Avec pour seul objectif. Avec pour seul objectif qu'en retour, toi, tu fasses aussi ce que tu as à faire. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder ces belles images. On se retrouve tout de suite. J'ai commencé à nettoyer des toilettes. Aujourd'hui, je suis gérante de mon propre hôtel boutique de 5 étoiles avec 60 employés. Bonjour, je suis Swadounian, directrice de Palms Luxury Boutique Hotel à Dakar. Bienvenue chez moi. Je suis sénégalaise, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Et à l'âge de 18 ans, je suis allée à New York. Arrivée là-bas, j'ai travaillé pour pouvoir payer mes études
De ça, j'ai migré à Washington. Et un jour, j'ai vu l'hôtel Ritz-Carlton, qui est en fait dans un mall à Tysons Corner. Je l'ai visité, j'ai vu que c'était magnifiquement joli et j'ai juste demandé s'ils cherchaient quelqu'un pour travailler. Alors j'ai commencé comme femme de ménage, en même temps je poursuivais mes études. Je suis arrivée dans un pays où on te dit sky is the limit. Moi, ma vision c'était, je veux être dans le management. Parce que c'était un melting pot où tu avais des Mexicains, des Ghanéens. Donc j'ai dit, en tant que Sénégalaise, j'ai ma place là-bas aussi. J'ai fait 10 ans là-bas. Et après mon diplôme, après mon bachelor, je suis retournée travailler pour eux dans le management. Donc j'ai échelonné et c'est là où j'ai eu la passion. J'ai dit un jour je vais rentrer au pays et je vais montrer que le luxe peut se faire là-bas et surtout la qualité du service. J'ai décidé que j'allais monter une structure dirigée par des femmes. Parce que je savais moi-même en tant que femme ce que j'étais capable de faire. Et je voyais ça dans toutes les femmes africaines. Les femmes sont des managers nés pour moi. Parce qu'elles ont la capacité de gérer beaucoup de choses. Donc il suffit d'un petit training pour avoir ce que tu veux. Les débuts étaient très difficiles pour réaliser un tel projet. Parce que je n'ai eu que des réponses. Vous n'allez pas aller loin. Ce n'est pas fait pour les femmes. Ce n'est pas fait pour les femmes africaines. Et deux, j'avais rien comme garantie à Dakar. Et malheureusement, les structures bancaires ne sont pas façonnées du genre aux États-Unis où tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. J'ai frappé à plusieurs banques jusqu'à ce qu'un jour j'ai eu la chance dans une banque où il y avait dans ce comité de risque un directeur qui était le directeur de toutes ces banques en Afrique présent à cette réunion et qui m'a dit « Je vois le drive que vous avez, je vois vos yeux sparkling quand vous parlez de votre projet, je crois en vous. Je vais prendre le risque de vous prêter. » Aujourd'hui, en tant que Sénégalaise femme africaine, mon rêve c'est de conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. Comme les franchises du monde entier viennent en Afrique, on devrait pouvoir transporter ce qu'on a créé en tant qu'Africaine, des hôtels boutiques, afro-chic, les transférer dans les pays occidentaux et montrer que les femmes africaines peuvent réaliser aux normes les mêmes hôtels boutiques de luxe partout dans le monde. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Ayam 237. Alors on a regardé cette femme aujourd'hui qui est sénégalaise, qui a fait un truc de ouf. Vos impressions? Ouais, vraiment, il faut le dire, c'est excessivement bon. Ça, je veux dire, elle est depuis la base, elle avait ses objectifs. Il fallait qu'elle fasse tout ce qui était de son pouvoir pour l'accomplir. Et puis elle a réussi, honnêtement, sans pouvoir avoir beaucoup de personnes comme ça ici au Cameroun. Je suis sûr qu'on attendra par les autres de venir nous développer parce qu'en fait c'est tout ce qu'on a besoin. Magnifique reportage de notre partenaire BBC. On va poursuivre nos échanges. Alors, Ayam possède à son actif près de 5 ans, aujourd'hui plusieurs showrooms. C'est ça, à Douala, à Yaoundé. On a quand même envie de vous demander comment est-ce que vous avez réussi à obtenir de la crédibilité auprès de vos clients? Ok, bon, la crédibilité, bon, c'est vrai que j'ai jamais analysé. Vous savez que c'est un marché où on a beaucoup d'offreurs, des gens qui font dans la fritude, on a beaucoup de tailleurs, beaucoup de couturiers, mais comment est-ce que Ayam, aujourd'hui, les gens préfèrent cette marque? Ayam, déjà, il faut que je le dise, déjà, quand Ayam commence, tous ces gens qui vont dans la friture n'existent pas. D'accord. Ayam aujourd'hui a permis à des milliers de personnes c'est-à-dire à s'imaginer à faire ce que Ayam fait aujourd'hui. Il y en a je reçois des appels tout le temps pour dire merci Arnaud, tu m'as inspiré, que ce soit au Gabon, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Togo. Je travaille d'ailleurs avec plusieurs personnes en Afrique pour développer leur propre marque, mais avec les propres motifs de Ayam plutôt là-bas. Et peut-être ici aussi, bon, après nous on le dit pas assez, mais j'ai même ici les gens qui disent voilà,
Moi, je dirais juste que Ayam a eu de la crédibilité à travers la qualité. Mais qu'est-ce qui vous réjouit aujourd'hui dans ce projet? Ce qui me réjouit aujourd'hui, déjà dans le projet, c'est aller de rien du tout et réussir à donner du travail à près de 40 familles. De plus, j'ai pu accomplir ce que pour moi était un rêve exceptionnel, c'est-à-dire comme tout jeune, je n'ai jamais voulu vivre à l'étranger, mais je me suis toujours dit, il me faudrait être un citoyen du monde, c'est-à-dire avoir le sentiment que les limites, ça n'existe pas. Et à travers Ayam, aujourd'hui, j'ai pu constater que les limites n'existent pas. On peut avoir tous les visas qu'on veut, on peut aller où on veut, mais à la seule condition, c'est que tout doit être clair et net. Vous avez pensé à la prochaine étape, Ayam aujourd'hui et Ayam demain? On s'attend à quoi? Ok, Ayam aujourd'hui, on reconnaît Ayam aujourd'hui à travers le vêtement, mais seulement Ayam, il y a plusieurs autres services que Ayam pourrait proposer. Mais si on est dans un système de demain ou après-demain, je dirais que l'objectif de Ayam, c'est déjà être présent dans toutes les régions du Cameroun, dans pratiquement tous les pays africains. Ensuite, embrasser un peu l'Europe, ensuite les États-Unis. Ça, c'est un projet peut-être entre 5 et 10 ans. Être disponible, non pas à long terme, c'est un peu trop. Je vais dire dans 5 ans, on voudrait avoir les petits points chauds Ayam partout dans le monde. Partout. Voilà. Et maintenant, à long terme, avoir déjà d'autres phases, d'autres produits qu'Ayam pourrait proposer, peut-être qui ne concernent pas la mode. Avoir des associés, est-ce que c'est possible? Ça vous intéresse? Pour l'instant, honnêtement, non. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'idées à mettre en pratique. Et un associé, ça signifie une obligation morale de l'écouter. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on me dise quoi faire et comment le faire? Non. Parce que je pense qu'en le faisant à ma manière, parce que je suis tellement clair dans ce que je fais, si une personne arrive et n'a pas la même des choses et trouve que ça va perturber ma personne, et pour éviter les ennuis, mieux vaut être le seul à décider de ce que je veux. Ça permet aussi vraiment de dormir en paix, du moins pour le moment. Voilà. Alors, pour le moment. Vous avez un parcours exceptionnel. On a pas mal de jeunes qui nous regardent, qui aimeraient également se lancer. S'il faut réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout? Ok. À tous ces jeunes-là qui me regardent ou bien qui nous regardent en ce moment, s'il y a quelque chose à ajouter, je dirais que il faut être honnête. C'est la base. Il faut être honnête. Il faut faire, c'est-à-dire, il faut être ce qu'on voudrait que les autres soient. Il faut absolument faire des choses, pas pour nuire, mais parce qu'on a la volonté. L'honnêteté ouvre les portes. L'honnêteté donne des possibilités. Je m'en vais vous prendre un exemple vite fait afin que vous compreniez très bien ce que je vais expliquer. Vous pouvez avoir 10 millions et avec 10 millions de francs CFA, il vous faut investir dans quelque chose qui vous rendra milliardaire. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, Dieu vous donnera la possibilité d'investir dans un projet révolutionnaire qui vous donnera bel et bien les milliards. Mais si vous êtes quelqu'un de malhonnête, vous ne trouverez pas un projet digne de ce nom. Vous trouverez un projet peut-être où quand vous allez injecter, vous allez tourner sur place pendant un bon moment. Donc, pour moi, je dirais, il faut être honnête en toutes choses et surtout être une personne de parole. Quand tu dis A, ça doit être A. Tenir à ses engagements. Tenir à ses engagements. Par exemple, ici, c'est totalement difficile. Quand tu as rendez-vous avec quelqu'un à 10h, il viendra à 11h, il va te dire les embouteillages, il y avait non. Être quelqu'un de parole, quand on t'attend à 10h, il faudrait être là à 10h. Ayam, on reconnaît Ayam à travers ces valeurs-là. Et chez nous, si tu arrives, il n'y a pas ta taille, le délai pour confectionner le vêtement, c'est 3 jours. Et on se bat pour que les 3 jours restent les 3 jours. Les gens nous reconnaissent pour ce délai. Les gens nous aiment beaucoup plus par cette ponctualité et le respect. Quand on a trop de retard, c'est 1 heure, 2 heures. Si tu arrives à 14 heures, tu vas passer jusqu'à 16 heures. Mais dans la journée, tu auras ton habit parce qu'on a dit 3 jours et c'est tout un combat. Et du coup, tout ce qui m'arrive de bon,
je me dis, c'est parce que je me bats afin que les gens ne me traitent pas de malhonnête, si je peux le dire ainsi. En tout cas, merci pour tout. Merci pour votre présence. À vous écouter, on a envie de se lancer. Vous faites partie des jeunes entrepreneurs dynamiques de votre secteur. Vraiment, merci pour tout. Merci. Et bien des choses à vous pour la suite. Merci, c'est un plaisir, Madame Ozanne. Merci. C'était Believe in Africa. Croyez en vous. Les valeurs comme l'honnêteté, il l'a dit, c'est très important pour le business. Ciao, ciao.